L'Afrique d'une seule voix. Dans quelques instants, parlons pognon. L'argent appelle l'argent. Avec Patrice Nziassé Pognon. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Auditeurs et auditrices de l'Afrique d'une seule voix, bonjour. Il est temps maintenant pour nous de parler pognon. Générique. L'Afrique n'a pas non plus besoin de nouveaux propriétaires, mais la Russie y a sa place comme un partenaire dans une logique de Commonwealth. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Comment comprendre nos relations tendues avec la France ? Le tandem France et Afrique n'est plus au beau fixe. Pourquoi ? Est-ce le fruit seulement de deux personnes, Kémy Séba et Nathalie Yamb, ou le résultat d'une gestion de conflits jamais prise au sérieux ? Dans le business, le client est roi. Ne pas le savoir ou l'ignorer, et il vous le fera savoir. C'est par cet angle commercial et relations clients que nous allons aborder et débunker deux des discours de Nathalie Yamb et le dernier de Kémy Séba. Les trois donnés en Russie sur des périodes différentes. Comprendre le climat des affaires, c'est ce que je vous propose de voir chaque jour dans mon émission Parlons Pognon. Vous êtes bien sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix. Mon nom est Patrice Nziassé Pognon et je vous présente l'unique émission africaine du web et de la radio qui vous parle économie et géostratégie sous le prisme du climat des affaires, business et entrepreneuriat dans le milieu des affaires, qui vous sera le plus prospère, avec ceux qui entreprennent et ceux qui nous gouvernent. Une des premières erreurs que l'on vous apprend à éviter quand vous faites du service client, de l'assistance téléphonique ou hotline, c'est de ne pas prendre pour soi les critiques du client vis-à-vis des services qu'il utilise dans l'entreprise qui vous emploie pour répondre aux clients récalcitrants et non pas pour interpréter et s'en vexer. Faire du service client, c'est principalement faire de la gestion de conflits et le plus dur et qui mène certains agents à craquer, c'est de personnaliser et intérioriser la critique comme étant une critique personnelle de son travail et ses compétences. La relation entre la France et le continent africain aurait pu passer par cette technique de télémarketing qui est la gestion de conflits ou de services après-vente, qui demande à celui qui délivre la prestation ou le partenariat de connaître ces 8 étapes d'une gestion efficace des conflits. Car les conflits font partie de la vie. Votre façon de gérer les conflits a une incidence sur les résultats de vos négociations, sur vos relations d'affaires et sur la réputation de votre organisation. Gérer les conflits de façon constructive vous aidera à maintenir et à accroître votre productivité opérationnelle et à obtenir des résultats professionnels de manière équitable, ouverte et transparente. Et pour cela, il faille maîtriser ces 8 étapes qui n'ont jamais été franchies par nos anciens colons. Être attentif. Des conflits peuvent survenir à tout moment. En étant conscient de cela, vous pourrez prendre les mesures nécessaires qui vous mèneront à une gestion efficace des conflits. Considérer les conflits comme une situation normale vous aide à transformer d'éventuelles mésententes en communication claire et en processus amélioré. Être proactif. La prévention et la résolution précoce sont les moyens les plus efficaces. Quand un problème survient, écoutez et réfléchissez à la situation. Songez à la façon dont vous pouvez traiter des problèmes difficiles avant qu'ils ne dégénèrent en conflit. Essayez de comprendre tous les aspects du problème. Il existe toujours plus d'une façon d'interpréter une situation. Réfléchissez à ce que signifie ce problème et aux enjeux qu'il représente pour vous et pour les autres personnes concernées. Amorcez des discussions. Amorcez le dialogue en écoutant et en posant des questions. Cela vous permettra de mieux comprendre ce qui nuit à l'avancement de la situation et vous aidera à mieux aborder le problème principal. Savoir quand demander de l'aide. Recourir à l'aide d'une tierce partie neutre peut vous aider à clarifier les communications et à prévenir l'intensification des conflits. Lorsque la détection précoce et des mesures d'intervention rapide permettent de relever des problèmes qui nécessitent une plus grande attention,
consulter d'autres personnes, dont un praticien de la gestion des conflits pour obtenir de l'aide. Évaluez les options ou vos options. Il existe diverses façons de gérer les conflits, comme la négociation, l'encadrement en situation de conflit, coaching, la discussion facilitée, la médiation, l'arbitrage et l'action en justice. Un praticien de la gestion des conflits peut vous aider à évaluer les options qui s'offrent à vous afin que vous puissiez décider de la meilleure façon de gérer la situation. Prendre des mesures nécessaires, faire appel à vos connaissances et à vos ressources pour prendre les mesures nécessaires. Il pourrait s'agir de perfectionner ou de peaufiner vos compétences en gestion de conflits par l'entremise de l'encadrement en situation de conflit, coaching, ou de prendre le temps de vous préparer pour une réunion difficile ou pour une discussion facilitée. Et enfin, réfléchir à la situation. Réfléchir à la situation est un élément clé du maintien et de l'amélioration de la productivité ou en tout cas des rapports entre nos États. Qu'avez-vous appris ? Qu'est-ce que la situation vous a révélé sur vous-même, sur les autres ou sur les procédures ? Que pouvez-vous changer à l'avenir pour prévenir des situations du même genre ? C'est tout cela qui n'a jamais été fait et qui arrive à la situation cocasse dans laquelle la France se trouve, la critique de sa politique, de son gouvernement et de son passé colonial. L'Afrique était en quelque sorte cliente d'un prestataire nommé la France, lié par des contrats de prestation avec une obligation de résultat. Cela était implicite pour tous les Africains que d'être accompagnés de la France comme mentor. Nous devrions forcément émerger et nous développer. La France a donc échoué à créer sans le savoir le syndicat de la colère africaine, qu'est le panafricanisme, avec à sa tête Kémy Séba et Nathalie Yambre, refusant tout espace de discussion, de négociation et d'autres remises en cause. C'est donc tout naturellement que nos deux sentinelles et syndicalistes de la colère africaine s'expriment là, où l'on peut désormais les écouter, à Moscou. D'autant plus qu'être à Moscou décuple le message et les revendications en raison de leur confrontation et opposition idéologique. Le capitalisme individuel contre le capitalisme d'État. Car oui, il y a longtemps que le communisme a fui la Russie et la Chine pour en faire un mix entre collectivisme et capitalisme, pour donner naissance à des économies redoutables capables d'ébranler le monopole hégémonique du dollar. Nous allons donc écouter et réécouter pour certains les discours de Nathalie Yambre, notre militante camerounaise exilée dans sa Suisse maternelle. D'abord le discours qui la fit connaître en 2019 à Sochi, puis le second en mars 2023 à la deuxième conférence parlementaire internationale Russie-Afrique. Vous noterez la montée en puissance de Nathalie Yambre, pourtant très discrète jusqu'en 2019, où elle occupait encore, en marge de ses activités politiques et de militante, un poste de cadre de directrice générale des ressources humaines pour la filiale locale de l'opérateur de télécommunications MTN à Abidjan. Finalement, la construction de ces christiques sont les mêmes qu'un client se plaignant de son fournisseur à une hotline inexistante et qui a débarrassé le plancher. Aussi, les Français, les médias français, ne devraient pas personnaliser ces reproches comme des attaques personnelles contre la France ou des propos anti-France, et plutôt se positionner comme un service client devant appliquer les 8 étapes citées au-dessus pour corriger leurs erreurs de service. Les États n'ont pas d'amis, que des intérêts, comme aiment à dire et répéter les chefs d'État. Cela sous-entend qu'ils doivent aussi répondre de la qualité de leurs services et prestations. L'Afrique se comporte donc comme un client qui n'a pas été considéré comme un roi et se plaint de sa prestation. La France comme un prestataire de mauvaise foi qui ne souhaite pas remettre en cause la qualité de son service. Il y a un litige, voire même plusieurs litiges. Et c'est ce que revendiquent Kémy Séba et Nathalie Yambre dans leurs différents discours que nous récontons maintenant. Je souhaite en premier lieu remercier les autorités russes et la Team Afrique pour m'avoir permis de venir exprimer mon point de vue, celui de mon parti et celui du professeur Mamadou Koulibaly, candidat à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, sur la souveraineté, sur les valeurs africaines, sur les urgences de développement en Afrique et le rôle que la Russie peut y jouer.
Parler d'identité africaine est une chose aisée, car l'identité et les valeurs des Africains ne sont pas différentes de celles du reste de l'humanité. Nous avons les mêmes sentiments de solidarité, de compassion et les mêmes aspirations à la liberté, à la dignité, à la justice et à la propriété. Pourtant, force est de constater que, après l'esclavage, après la colonisation, après les pseudo-indépendances, on ne nous a reconnu que le droit d'être libre, mais seulement au sein de l'enclos français. L'Afrique francophone est encore aujourd'hui, en octobre 2019, sous le contrôle de la France. Cela remonte à 1984, lorsque les puissances coloniales se sont réunies à Berlin pour se partager l'Afrique, sans que les Africains aient leur mot à dire. L'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal ont compris depuis lors qu'il fallait sortir du schéma de la conférence de Berlin et redéfinir les contours d'une nouvelle coopération avec les pays africains. Pas la France, qui avance sans bouger, en portant des masques et qui considère toujours le continent africain comme sa propriété. Les peuples d'Afrique, et particulièrement la jeunesse, revendiquent pourtant avec de plus en plus de vigueur leur besoin de démocratie, leur droit à l'autodétermination, le droit de décider avec qui ils veulent commercer, avec quoi ils veulent payer ce commerce, sans qu'on les place sous la tutelle d'une ex-puissance coloniale qui se présente toujours sur la scène mondiale comme notre porte-parole et notre avocat. Nous voulons sortir du franc CFA, que Paris, avec la complicité de ses laquais africains, veut pérenniser sous l'appellation ECO et qui ne permet aucune industrialisation de l'Afrique francophone. La conquête de notre souveraineté monétaire est capitale, car la seule stabilité que le franc CFA garantit aux pays qui l'utilisent sont la mauvaise gouvernance, la pauvreté et la corruption. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. Nous refusons que la France continue d'usurper la voix de l'Afrique à l'ONU, qu'elle soit à la base de quasiment toutes les résolutions concernant le continent. Les pays d'Asie ont appris à commercer avec les investissements directs étrangers, alors que nous, on nous saoule avec l'aide publique au développement. Résultat, aujourd'hui, eux, ils sont BRICS et émergents, et nous, nous sommes des mendiants qui sommes très fiers d'être qualifiés de pays pauvres très endettés. Cela doit changer. Cela va changer et la Russie a un rôle à jouer dans cette évolution. Mais nous ne venons pas en Russie pour y chercher de nouveaux maîtres qu'on substituera aux anciens. Nous y venons pour trouver des partenaires, pour faire du business gagnant-gagnant pour la Russie comme pour les pays africains concernés. L'Afrique regorge de potentialités. Mes prédécesseurs l'ont déjà dit, il y a une population qui grandit, dont 60% à moins de 30 ans, une position géostratégique, d'immenses ressources minières, naturelles, agricoles et surtout humaines. Sur le plan militaire, la présence de la Russie, qu'il n'y a pas de tradition coloniale, peut permettre de rééquilibrer les choses dans les pays francophones. Et je crois que l'exemple centrafricain dont Madame la ministre de la Défense pourrait mieux nous entretenir est l'un des plus parlants. En Côte d'Ivoire, nous avons par exemple un énorme besoin de formation militaire et de restructuration de l'armée. Sur le plan économique, la promesse de Sochi doit être celle de la rupture avec le huis clos actuel appauvrissant où la France semble avoir verrouillé les domaines de l'eau, de l'électricité, des routes, des ponts, des ports
par des monopoles protégés par les gouvernements respectifs ou par des passations de marché de gré à gré sans appel d'offres, pour que nous puissions enfin nous diriger vers une ouverture de l'économie à tous, notamment aux industries et entreprises russes, dans les secteurs agricoles, miniers, énergétiques, de la transformation industrielle, de l'éducation, de la formation, il y en a plein. Le littoral ivoirien, par exemple, qui alterne les lagunes, les fleuves et la mer, est long de 570 km et regorge d'un potentiel encore inexploité ou sous-exploité dans le transport maritime et lagunaire, dans le désensablement des embouchures de fleuves qui peuvent devenir navigables, dans l'hôtellerie, le tourisme, l'habitat de luxe, le transport lagunaire entre les villes du littoral, compte tenu de l'état désastreux de nos routes. Enfin, sur le plan politique et diplomatique, le monde et la Russie doivent cesser de nous voir à travers les lunettes déformantes du storytelling méprisant, mensonger et négationniste de la France, qui nous assujettit. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs à l'ONU, l'Afrique n'a pas non plus besoin de nouveaux propriétaires, mais la Russie y a sa place comme un partenaire dans une logique de Commonwealth, d'enrichissement partagé, de collaboration vivifiante et innovante entre les secteurs privés respectifs. Le monde bouge, les lignes évoluent. L'année prochaine, 2020, est celle d'élections présidentielles au Togo, au Burkina Faso, au Niger, en Centrafrique, en Guinée et en Côte d'Ivoire, pour ne parler que de l'Afrique francophone. Espérons que celles-ci verront l'arrivée au pouvoir de dirigeants réellement choisis par les peuples, qui privilégieront enfin l'ouverture sur le monde et de nouvelles et innovantes opportunités d'affaires à l'asservissement bête et stupide aux colons d'hier et d'aujourd'hui. Je vous remercie. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Mesdames, Messieurs, les présidents et membres de Parlement, chers participants, je voudrais commencer par remercier les organisateurs de la Douma d'État pour nous avoir invités à prendre la parole et à exprimer aujourd'hui mon point de vue et celui des populations africaines qui se reconnaissent dans le combat que nous menons. Lors de cette conférence qui se penche sur le néocolonialisme occidental et la façon dont on peut prévenir une répétition à l'infini de l'histoire. Dans ce cadre, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'absolue nécessité de lutter contre la falsification de l'histoire, notamment dans le précaré français, qui entretient un narratif mensonger, que je dénonçais déjà lors du premier sommet Russie-Afrique en octobre 2019 à Sochi, et qui m'a valu quelques menus problèmes, comme certains d'entre vous le savent peut-être. L'histoire qui nous lie à l'Occident commence lorsqu'ils mettent les pieds chez nous, au 19e siècle, au 18e, pour certains, à la recherche de l'or noir. À l'époque, l'or noir, ce n'était pas le pétrole, c'était nos aïeux. C'était cette main-d'œuvre qu'ils ont transformée en esclaves pour aller travailler chez eux et les enrichir. Cette histoire avec l'Occident continue avec des accords de protectorat, pas bien méchants d'ailleurs, à l'époque, qu'ils ont signés avec certains chefs africains en amont de la conférence de Berlin en 1884 et qu'ils ont ensuite violés, comme d'habitude, pour se lancer dans une colonisation qui, loin d'avoir été aussi paisible et positive qu'ils aiment bien le faire croire, a été dure, violente et sanglante. Ils se plaisent à évoquer les travaux qu'ils ont effectués chez nous comme si c'était des cadeaux. Non. Alors, ces routes, ces chemins de fer qu'ils ont construits, c'est avec notre argent
notre sueur, notre sang et notre vie. Loin du discours sentimental dont les tenants du pouvoir français d'hier et d'aujourd'hui aiment nous abreuver, cette histoire a ensuite été marquée par des luttes d'indépendance, mais aussi, on n'en parle pas trop souvent, par les luttes syndicalistes contre le travail forcé, pour l'amélioration des conditions de vie des populations maltraitées par les compagnies occidentales et par des bagarres autour du foncier. Le narratif français de cette époque-là est généralement aux antipodes de ce que les populations connaissent et se remémorent. C'est brutal, c'est sauvage. L'histoire se poursuit ensuite avec le néocolonialisme, la nouvelle forme du colonialisme qui a vu le jour après l'octroi des indépendances aux pays africains, comme si l'indépendance s'octroyait. On l'a appelé ainsi parce que les indépendances ont fait croire aux gens que le colon partait, alors que la réalité a démontré qu'il n'en était rien et que le colon est resté et qu'il a conservé tout son contrôle. C'est ainsi que notre histoire commune se poursuit avec des coups d'État, les changements de régime, qu'ils ont longtemps niés, mais qu'ils ont pourtant perpétrés grâce à leurs mercenaires comme Bob Denard, grâce à leurs légions étrangères ou grâce aux soldats africains qu'ils ont formés, peut-être même pour cela. C'est généralement lorsqu'ils ne sont plus aux affaires que certains chefs d'État français admettent du bout des lèvres leur forfait. Mais pourquoi éprouvent-ils donc le besoin de falsifier l'histoire? Là d'où je viens, c'est très simple. On dit que lorsque tu mens, c'est parce que tu as quelque chose à cacher. Les politiques français doivent d'abord cacher des choses à leur propre population, dont une partie est anticoloniale et une autre ignorante, se berce d'illusions quant à la grandeur de leur pays ou d'ignorance quant à la provenance de leur confort. Ils doivent ensuite mentir à la communauté internationale, car après s'être posés en défenseurs, en parangons de la démocratie, des lumières, des droits de l'homme, il leur est difficile d'admettre à la face du monde qu'ils ont renoncé à ces valeurs pour devenir des geôliers, des tortionnaires de ceux dont ils avaient la tutelle. À nous, Africains, ils mentent pour mieux nous leurrer, pour nous blaguer, pour nous intoxiquer, pour nous endormir, pour nous faire perdre notre estime de soi et surtout pour continuer à nous dominer et à nous exploiter. Mais avec nous, ils ont fait plus que mentir. Les éveilleurs de conscience, les empêcheurs de tourner en rond, ceux qui ont eu accès à certaines informations ont été soit intimidés, soit éliminés. Nos dirigeants les plus indociles ont été éjectés ou assassinés. Mais comment font-ils pour falsifier et pour dominer? Le néocolonialisme a un volet politique, un volet économique, un volet militaire et un volet culturel et social. Et pour chacun de ces aspects, il y a eu un discours précis dans lequel nous baignons encore. Si l'on regarde le volet politique, le narratif a présenté le néocolonialisme comme le choix des Africains eux-mêmes, exprimé à travers des chefs d'État complices, choisis et formés par le colon, et prêts à endosser le rôle d'immature irresponsable, manquant de capacités politiques et intellectuelles nécessaires pour se représenter eux-mêmes dans des instances que les colons ont créées dès 1945, alors que nos pays, en l'état actuel des choses, n'existaient pas encore. Ce discours nappé d'une pseudo-amitié nouvelle et des attaches dites historiques, dites indéfectibles, liant le maître et le sujet, c'est ce discours qui fonde la tutelle politique que nous subissons depuis plus de 60 ans au sein de l'Organisation des Nations Unies, de la Banque mondiale et du FMI, entre autres. On peut aller plus loin. C'est ce narratif
qui continue de justifier aujourd'hui encore en mars 2023 l'existence du statut de porte-plume dévolu aux anciennes puissances coloniales au sein des Nations Unies, qui leur réserve le droit de rédiger les résolutions et les communications présidentielles du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale sur l'Afrique. Seul le Mali, avec le colonel Assimi Goïta, a eu la dignité de le récuser il y a quelques semaines. Merci. Sur le plan économique, nos anciens maîtres ont écrit une histoire selon laquelle nos pays sont pauvres, nos économies sont faibles, n'ont pas de capitaux, n'ont pas d'industrie, n'ont pas de moyens et financiers pour se prendre en charge. Ce qui nécessite qu'ils gèrent notre monnaie, qu'ils nous fassent crédit, qu'ils nous apportent une aide qu'ils présentent comme un acte humanitaire pour leurs anciens sujets, pour nous aider à nous en sortir économiquement. Encore une fois, les présidents africains complices acceptent de signer des traités léonins qui garantissent aux États occidentaux une protection solide et contrôlée contre la concurrence étrangère et leur permettent aujourd'hui encore de faire main basse sur nos économies, les finances publiques, les ressources naturelles de nos pays. Des accords infantilisants qui nous ont conduit tout droit au fiasco et qui font de certains d'entre nous des prisonniers du franc CFA, des éternels mendiants au guichet de l'aide publique au développement, des endettés improductifs devant l'Éternel. Concernant l'aspect sécuritaire, le narratif des Occidentaux a consisté à dire que les pays africains nouvellement indépendants, ne disposant pas de structures nécessaires pour assurer leur sécurité, il fallait les aider toujours en organisant pour eux la création d'armées et de services de sécurité. Dans le contexte de la guerre froide dont on a parlé précédemment, caractérisée par les luttes d'influence entre les blocs communistes et capitalistes, les anciens nouveaux maîtres ont mis en avant cette incapacité des Africains à se protéger eux-mêmes pour justifier l'installation permanente de leurs bases militaires sur notre sol, les contrats de formation et d'entraînement militaire avec leurs services, les contrats d'achat de matériel militaire conclus avec leurs entreprises ou par leur entremise. La falsification de l'histoire se prolonge enfin dans le domaine culturel et social. Pour bien tenir tout ce que je viens d'évoquer en harmonie et montrer que la culture de l'ancien colonisé est exactement celle qu'a voulu la puissance coloniale, on a créé le monde de la francophonie et du Commonwealth, qui ont réussi à transformer la culture en un instrument de pression politique, commerciale, en instrument d'intoxication des masses africaines du précaré, à travers les programmes éducatifs, les programmes scolaires, les programmes universitaires, les maisons d'édition, les arts, le sport, la culture et les médias, pilotés par la capitale de l'ancienne puissance coloniale. L'information n'est crédible, n'a de sens et ne doit être prise en compte par la communauté internationale que lorsqu'elle est validée par les organes de presse de la puissance coloniale. Et c'est ainsi qu'on voit nos présidents, nos ministres, nos députés, nos intellectuels se précipiter fièrement à longueur de journée pour donner à RFI, France 24, TV5, l'AFP, Vieille Afrique, enfin ça s'appelle Jeune Afrique je crois, des interviews et des opinions qu'ils dénient à leurs propres médias et participer ainsi activement au maintien de la fumisterie coloniale. Heureusement, l'Internet nous permet aujourd'hui de corriger cela. Et une vidéo, un tweet, une conférence, un live de Kémy Séba ou de moi a plus d'audience et plus de résonance que n'importe quelle émission de médias france-africains. Évitez donc d'aller à Paris. Que faut-il donc faire pour mettre un terme à cette falsification qui permet
la pérennisation du néocolonialisme occidental. Les accords léonins signés par nos chefs d'État africains complices qui s'empressent de punir ceux qui en dénoncent les effets. Kémy a été chassé du Sénégal parce qu'il a déchiré un billet de 5 000 francs CFA. J'ai été chassé de Côte d'Ivoire parce que en 2019 à Sochi, j'ai dénoncé la structure du néocolonialisme français et son narratif mensonger. Les manuels scolaires, la culture, les musées, les médias sont les moyens visibles qui sont utilisés pour falsifier l'histoire et nous maintenir dans l'escarcelle du néocolonialisme occidental. Mais il y a toute une partie invisible, toute une partie qui se traduit par la dissimulation des archives et le soft power utilisé dans les coulisses des institutions, des événements, des conférences internationales auxquelles l'Afrique n'a pas accès. Quand les Français marchent la nuit dans les couloirs pour aller dire à leurs partenaires internationaux ce qu'ils ont le droit de faire ou non en Afrique, ce continent qu'ils continuent de considérer comme leur propriété et dont ils ont besoin pour survivre, ne serait-ce que en tant que puissance moyenne. C'est pourquoi je m'adresse à présent directement aux amis russes dans la salle. Ouvrez vos archives. Donnez-nous les preuves que vous détenez de ces agissements. Maintenant que vous voyez leurs méthodes et que vous en faites aussi les frais aujourd'hui. Avec la réécriture de l'histoire, de la contribution de la Russie à la marche du monde et au bien-être occidental, vous comprenez, j'en suis sûre, nos besoins, mieux que jamais. Vous étiez à Berlin en 1884, nous n'y étions pas. Vous étiez à Yalta, nous n'y étions pas. Vous étiez là en 1960, nous n'y étions pas. Partagez-nous vos informations et vos archives pour nous aider à déconstruire efficacement, scientifiquement, la falsification de l'histoire qui fait le lit du néocolonialisme. Quant à vous, mes frères et sœurs parlementaires africains, j'ai aussi quelque chose à vous dire pour conclure. Tous les jours, au péril de notre vie et de notre confort, nous faisons notre part pour déconstruire le carcan mis en place pour nous maintenir dans l'asservissement. Je vous demande, en rentrant chez vous, de faire votre part pour virer le geôlier et pour briser les chaînes de la tutelle encombrante, hégémonique, peu rassurante et appauvrissante qui nous empêche d'évoluer et de devenir des hommes dignes et libres et prospères au sein de nations africaines unies et apaisées. Certains d'entre vous le font déjà. Après avoir été élu à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en 2001, le professeur Mamadou Koulibaly a fait ce qu'aucun président de l'Assemblée nationale n'avait osé faire auparavant. Il a fait sortir des archives de l'Assemblée nationale, les accords léonins qui avaient été passés pour maintenir les pays africains sous la domination de la France. Et il les a publiés intégralement dans un ouvrage intitulé « Les servitudes du pacte colonial ». Pratiquez la transparence. Vous êtes les représentants du peuple. Ne votez pas des lois qui pérennisent le pacte colonial ou qui le réinventent sous de nouvelles formes, comme la nouvelle dictature du climat que l'on veut nous empêcher, que l'on veut nous imposer pour nous empêcher d'utiliser nos ressources comme nous l'entendons, pour nous développer et pour nous enrichir comme eux l'ont fait par le passé. Le bassin du Congo n'est pas le poumon de la planète. Le bassin du Congo est le poumon du bassin du Congo. Rien de plus, rien de moins. Et il revient exclusivement aux pays de la zone de décider en toute souveraineté et en toute lucidité ce qu'ils veulent faire de leurs forêts, de leurs terres, de leur faune, de leur flore, de leur flore et de leur sous-sol. Messieurs les parlementaires, mesdames les parlementaires, bloquez la ratification de contrats qui prévoient l'exportation de matières premières non transformées.
et proposer des lois qui vont enfin nous débarrasser de la tutelle monétaire, des bases militaires occidentales et des programmes scolaires mensongers qui empoisonnent notre continent depuis trop longtemps déjà. Nous avons assez perdu de temps depuis 60 ans. Agissez, agissons, ensemble. Spasiba. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Vous êtes toujours sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix, votre émission économique et géostratégique de l'après-midi qui parle business et entrepreneuriat pour mieux vous guider dans vos choix et décisions de conquête commerciale. L'émission qui doit vous permettre de mieux appréhender le milieu des affaires et anticiper le climat des affaires. Chacune de mes émissions doit vous être utile pour mieux entrevoir les possibilités commerciales et industrielles dans le monde et les opportunités d'affaires si vous souhaitez vous positionner dans un secteur. Je suis là pour ça. Audit, conseil, accompagnement et déploiement sont les services que je mets à votre disposition au travers de mon émission Parlons Pognon. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à mes pages L'Afrique d'une seule voix sur Facebook, YouTube et Instagram. Et si vous souhaitez me joindre directement, allez sur mon groupe Telegram Parlons Pognon. C'étaient les 2 discours donnés par Nathalie Yamb en Russie, qui lui ont donné la renommée mondiale qu'elle a maintenant. Exposer les problèmes du continent de manière claire et concise, montrer les lacunes de notre partenaire historique et demander une remise en question. Les réponses qui lui ont été retournées ont été d'une extrême violence. Expulsion du territoire ivoirien, comme une terroriste ou une reprise de justice. Mais était-ce une bonne tactique ? Cela a permis de voir et de comprendre que le réseau France-Afrique a été touché, blessé et vexé à s'en prendre à une pauvre malheureuse qui n'a ni siège ni parti. Elle n'était que conseillère en communication d'un élu ivoirien et salariée d'une boîte de télécommunications locale. Maintenant, Nathalie Yamb, c'est une chaîne YouTube de 250 000 abonnés, où chacune de ses publications sont visionnées 150 000 fois. Quand l'Élysée n'a que 120 000 followers, où chacune des apparitions du président Macron sur cette page ne dépasse pas les 7 000 vues. Nous parlons d'influence. L'influence est un élément clé de la communication et c'est la raison pour laquelle Nathalie Yamb est férocement combattue. Tout comme Kémy qui a lui 200 000 followers avec en moyenne 50 000 vues par vidéo. Nathalie, en experte de la communication, aura été redoutable. Tant que le militantisme panafricain se jouait entre hommes, ça allait. Mais face à une femme, le système est en train de s'enrayer. Nous allons donc écouter l'intervention de Kémy Séba, plus dans le rappel des conditions du partenariat et la nécessité de rappeler que les Africains souhaitent rester maîtres de leur destin. Comment interpréter tout cela ? D'abord en soulignant que cela doit inciter les Africains à changer de posture commerciale, économique et financière et percevoir la Russie pas seulement comme un partenaire militaire mais aussi un marché économique à investir et à conquérir. Nous sommes à un tournant historique où il est important que le continent se positionne en acteur et non plus en victime. D'ailleurs, j'attends vos retours. J'attends vos retours pour l'organisation du premier voyage d'affaires d'une délégation d'entrepreneurs africains et afrodescendants vers le prochain forum Russe-Afrique en juillet et août 2023. Contactez-moi sur mon Telegram Parlons Pognon pour voir si cela est possible. Nous laissons donc Kémy sur son dernier discours donné à Moscou. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Que la paix soit sur vous tous. Au nom de Dieu Tout-Puissant et de nos ancêtres méritants, je vous adresse mes plus profondes salutations. Je remercie les officiels russes pour leur invitation
et pour l'organisation de cet événement. Et je salue chaleureusement tous les députés africains qui sont venus massivement pour cet événement. Je vais essayer d'aller droit au but, comme à mon habitude, au nom de tous ceux qui nous suivent, au nom de tous les Africains qui se reconnaissent en notre parole. La thématique d'aujourd'hui est le néocolonialisme de l'Occident, comment empêcher l'histoire de se répéter. Je ne vais pas vous cacher que l'énoncé du thème me paraît très restrictif, puisque lorsque l'on parle de néocolonialisme, on ne peut pas le limiter à une seule zone géographique. Le néocolonialisme est un problème mondial. Il y a en effet le néocolonialisme occidental qui est le problème numéro 1 de la planète, que nous combattons viscéralement, quotidiennement. Mais il y a aussi parfois d'autres néocolonialismes dont on ne parle pas assez et qui sont pour nous autres Africains souverainistes tout aussi problématiques. Et je pense qu'on ne peut pas parler de volonté de souveraineté sans aborder le néocolonialisme dans sa globalité. C'est le discours que je tiens en Afrique et je ne vais pas changer de discours parce que je me trouve aujourd'hui à Moscou. On ne peut pas parler de cette thématique de comment lutter contre le néocolonialisme sans contextualiser au XXIe siècle l'époque, la période dans laquelle nous vivons, sans parler du système globaliste que nous connaissons. Le XXe siècle a vu l'affrontement entre deux blocs, le capitalisme d'un côté et le communisme de l'autre. Lors de l'effondrement du mur de Berlin, l'Occident a malheureusement gagné et le capitalisme est devenu une sorte de religion mondialisée, connaissant son ultime forme à travers le néolibéralisme économique et sociétal. Le néolibéralisme économique est devenu quasiment une religion mondiale, de telle sorte que tous les pays du monde, même ceux qui critiquent l'Occident, ont fini par intégrer ce système économique comme étant le leur. Un autre néolibéralisme, par contre, est devenu beaucoup plus critique pour bon nombre de peuples. Le néolibéralisme sur le terrain sociétal. Un néolibéralisme qui impose sa vision du monde, la destruction de la famille, la théorie du genre, la destruction de tout ce qui a trait à la spiritualité et à la religion, et la propagation et la promotion du matérialisme. Face à cette arrogance occidentale matérialisée et illustrée par ce courant, beaucoup de pays ont décidé de se lever pour résister à l'arrogance du monde unipolaire occidental. La Russie, la Chine, l'Inde et bon nombre d'autres pays ont décidé de se lever pour opposer, pour donner leur veto face à la volonté de l'hégémonie du système occidental. Et c'est donc au milieu de ces deux blocs, de ces deux pôles, l'Occident d'un côté, qui veut un monde unipolaire, et les autres pays tels que la Russie, la Chine, la Turquie, mais aussi l'Iran, qui veulent un monde multipolaire, que la guerre des mondes se déroule. Et au milieu de ces deux blocs, l'Afrique est en réalité le terrain de prédilection de l'affrontement entre ces deux mondes. L'Afrique est par conséquent, qu'on le veuille ou pas, une nouvelle fois, l'arbitre de ce monde. L'Occident agit à visage découvert sur le terrain du néocolonialisme, à travers ses ONG, à travers ses bases militaires, à travers la corruption de nos dirigeants africains, à travers son hégémonie culturelle dont parlait Gramsci, hégémonie qui est de plus en plus présente dans le cœur de nos élites africaines. Et face à cet Occident, d'autres partenaires viennent en se présentant comme des amis, la Russie notamment, la Chine aussi, et d'autres pays, en déclarant qu'ils veulent nous aider à lutter contre ce néocolonialisme. Et nous les remercions. Mais parce que les amis doivent se dire la vérité sans tabou, nous devons être aussi honnêtes dans la manière d'interagir les uns et les autres. Lutter contre l'impérialisme d'Occident est une nécessité.
Mais cela ne signifie pas que les Africains veulent changer un colon par un autre. La Chine, que nous aimons beaucoup, l'une des premières puissances mondiales, pays extrêmement puissant et partenaire numéro 1 du continent africain, est une nation qui aide beaucoup le continent. Mais il y a parfois aussi des dérives sur le terrain du néocolonialisme, des dérives sur le terrain du comportement vis-à-vis des populations africaines. Et on ne peut pas parler de volonté de souveraineté sans dénoncer les maux, quels qu'ils soient, qui minent nos populations. La Russie, qui est notre partenaire, un partenaire que nous remercions pour son soutien appuyé à nos populations. Nous pouvons noter aussi, et je le dis sans aucun tabou, certaines dérives parfois, en Centrafrique, mais aussi dans d'autres pays, dans le cadre de notre partenariat vis-à-vis de nos populations africaines. Je sais, ma parole n'était pas celle que vous attendiez aujourd'hui, mais je suis venu en tant que souverainiste africain pour dire la vérité. Une amitié s'appuie sur la sincérité. Et si nous voulons lutter contre l'impérialisme sous toutes ses formes, nous devons appliquer le principe de la réelle réciprocité. Les représentants et les ressortissants africains qui vivent dans les pays de nos partenaires qui s'opposent à l'hégémonie d'Occident connaissent parfois un certain nombre de difficultés, parfois de discrimination, parfois d'exclusion, au sein des pays qui se disent être nos pays partenaires. Nous ne pouvons pas pointer du doigt l'arrogance occidentale si nous ne corrigeons pas les problèmes qui existent sur ces réalités. Un partenariat se dresse sur le terrain de l'amitié véridique, de l'amitié véritable, en essayant de ne pas répéter les erreurs que l'impérialiste occidental a commis. Nous voulons un monde multipolaire. Nous voulons un monde où l'Afrique, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran et les autres résisteront de manière efficace à l'impérialisme occidental. Mais nous combattrons avec toute notre force, toute entité, toute force politique qui pensera que l'Afrique est un terrain où on peut se servir sans respecter les populations. Le XXIe siècle est le siècle d'une nouvelle génération africaine qui veut le droit à l'autodétermination et qui n'acceptera jamais le changement de colon. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Merci infiniment. Parlons pognon, c'est fini pour aujourd'hui. Parlons pognon est votre émission économique et géostratégique qui parle climat des affaires, business et entrepreneuriat avec ceux qui entreprennent et ceux qui nous gouvernent. Avec vous donc mes chers auditeurs et auditrices. Rendez-vous chaque jour à la même heure, au même endroit, sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix. Et si, comme tous mes intervenants, vous avez des expériences à partager avec des chiffres, des statistiques et des objectifs de conquête économique africain ou panafricain, si vous souhaitez mener à maturité votre projet et le développer sur le continent ou à l'international avec stratégie et méthodologie, contactez-moi sur le WhatsApp de la radio au 00 336 650 212 83. Ou directement sur mon Telegram à Parlons Pognon. Avant de conclure, j'ai lancé une idée comme ça et j'attends vos retours sur cette proposition. Organiser une délégation d'entrepreneurs et investisseurs africains et afrodescendants désireux de voir et savoir comment se créer de nouvelles opportunités de marché d'affaires, évaluer le climat des affaires et le milieu des affaires en se rendant ensemble au prochain Forum économique russe-Afrique à Saint-Pétersbourg. Dites-moi si l'idée vous séduit et contactez-moi sur la plateforme de l'Afrique d'une seule voix. Restez connectés sur nos ondes, le programme continue. Vous étiez avec Patrice Dianse Pognon dans l'émission Parlons Pognon. Matondo. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix.